13h, commissariat d'Agde. Serge et Franck prennent leur service. Un appel radio les envoie prêter main forte à une patrouille de police qui vient de saisir un chargement entier de marchandises douteuses, prêtes à être vendues sur un marché. On s'est aperçu que dans le camion là, il y a une marchandise qui est en état de putréfaction. Alors rien qu'à ouvrir, tu sens l'odeur, regarde ce qui se passe. C'est ce qui va dans les étals, dans les marchés. Ça sent bon, non? Vous voyez un peu l'état de décomposition de toute cette viande. Regardez. Ça transpire de tous les côtés. Regardez. Voilà un peu la marchandise découverte. La gueule des poulets. Alors, je ne sais pas un peu la validité. On va vérifier un peu. Oh, c'est un état de putréfaction. Il fait combien là-dedans là? Là-dedans, je dirais qu'il doit faire dans les 25 degrés. 25-30 degrés. La chaîne du froid n'y est plus depuis bien longtemps. C'est une infraction très grave, c'est pour ça qu'on attend les services vétérinaires pour carrément essayer de lui faire arrêter cette activité. Le propriétaire vient d'arriver. Il semble tomber des nues. Ouais, c'est pas tout, la viande et les poulets, c'est pas tout, hein. Non, monsieur, c'est pas tout, mais vous avez des cartons et de la viande qui est en état de Oui, mais ça, putréfaction. c'est pas tout, c'est pas Non, tout, il faut monsieur, contrôler. monsieur, on contrôlera tout avec les services d'hygiène. Sachez qu'on va demander, moi je vais exiger à ce que les services vétérinaires détruisent complètement la cargaison que vous avez à l'intérieur de ce véhicule. Il est intolérable qu'on puisse vous faire les marchés. Non, écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi, monsieur. Il est intolérable, impensable que vous puissiez remettre cette viande dans les étals des marchés de la région. C'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette viande, monsieur? Et la moitié, il est tourné. La moitié, presque la moitié, il est tourné. Et l'autre, il est bien. Oh, j'ai pas... Oh. Comme le boucher ne voit pas où est le problème, les policiers lui font constater l'état de sa marchandise. Moi, je vais comparatif là-bas, j'ai pas besoin. Venez voir. Oui, je sais, oui. Oui, je sais, parce que le monsieur, il arrive, voilà. Oui, je sais, oui. Ne me dites pas que cette viande elle est comestible. Oui, je sais, oui. Regardez ça. Oui, il y a 6 cartons. J'ai dit 6 cartons. Ça, vous comptez le remettre à la vente. Oui, parce qu'il y a 6 cartons. Parce que le propriétaire, il est fermé. C'est vrai que ça sent bon quand même. Là, il y a une odeur particulière. De viande avariée. Mais le chômage, c'est mieux. Je travaille pas, j'ai le chômage. Ah ouais, mais... Il y a 6 cartons pourris, chef. Ouais. Voilà. 6 cartons pourris. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attendais le chef. On attend les services vétérinaires, monsieur, ils vont vous donner. Attends. Les services vétérinaires, débordés, ne peuvent pas venir constater la saisie. Mais les policiers ne lâchent pas l'affaire. C'est une question de sécurité alimentaire. J'ai un dépôt, moi, j'ai un dépôt, mon ami. Mon ami. Et le problème, c'est que si on le laisse repartir avec, il y a de fortes chances qu'elle soit sur les marchés demain matin, quoi. Donc, c'est pas acceptable. Alors on va essayer d'avoir de l'eau de javel pour pouvoir asperger tous les produits qui ne soient pas réutilisables. Et à ce moment-là, l'équarrissage viendra lundi matin récupérer toute la marchandise. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? De son côté, le boucher essaie de se débarrasser discrètement de sa marchandise. Parce que moi, je prends le magasin là-bas, mon ami. Non, mais la viande ne va pas dans une poubelle comme ça. C'est pas possible. C'est l'équarrissage qui doit venir, monsieur. Il n'est pas question... La viande, il est plein là, il est bon. Écoutez, monsieur, il est hors de question de mettre la viande avariée dans une poubelle de la ville comme ça. C'est pas possible. Allez, ramenez. Non, j'ai les sacs, mon ami, j'ai les sacs. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, vous allez venir avec nous, vous allez prendre votre camion. Oui. On va vous diriger à côté du commissariat. Il faut que je fasse un inventaire de la viande qui est bonne, soi-disant, et celle qui n'est pas bonne pour la destruction. Le brigadier-chef Salvatore Miraglia prend l'initiative de réquisitionner le camion. Pour lui, le boucher n'est pas un cas isolé. C'est la haute saison et certains commerçants sont prêts à tout pour gagner un maximum d'argent. Je pense qu'en été, les gens ne s'imaginent pas, mais effectivement, ça arrive assez souvent. Et comme vous avez pu le voir, on a quelques 200 kilos de viande qui est avariée et qui serait dans les étals très prochainement. Comme la personne, l'artisan vous l'annonçait, il comptait faire les marchés dès demain matin. La marchandise va-t-elle être détruite? Que risque ce boucher? Vous verrez que pour cet homme, les problèmes ne font que commencer. Le Cap d'Agde, une des plus grosses stations balnéaires de France.
Chaque été, des milliers de touristes viennent ici pour profiter de la mer et du soleil, mais aussi pour s'amuser. En quelques semaines, la population de la ville passe de 20 000 à 250 000 habitants. Plus de touristes, mais aussi plus d'accidents sur terre, comme sur mer. Et plus d'agressions et de délinquance. Alors pour éviter que les vacances ne virent au cauchemar, pompiers, sections de police et unités de gendarmerie renforcent leurs effectifs. Tous sont sur le qui-vive 24 heures sur 24 pendant 2 mois et demi. L'été au Cap d'Agde, le danger est aussi sur la plage. Ce jour-là, Serge et Franck s'y rendent d'urgence. En fait, on va assister les collègues à surveillance de plage pour faire sortir les jeunes du lot, vu que la mer a pris une tournure un peu dangereuse. Apparemment, ils ont des problèmes pour faire sortir les jeunes de l'eau. Ils sont là. La mer est très agitée. Le drapeau rouge interdit la baignade. Mais certains vacanciers sont incapables de résister à l'appel des vagues. Les sapeurs-pompiers, nageurs, sauveteurs sont débordés. Les risques d'accident sont réels. Comment ça se passe hein? C'est la grosse merde, il n'y a personne qui veut sortir de l'eau. Tout ça, il faut les faire sortir là Et depuis tout à l'heure, on essaye, et ça marche pas. Il n'y a que là ou surtout, c'est surtout le... Même de l'autre côté, il y a un sur les Escouboués tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui veut sortir de l'eau et la baignade est dangereuse aujourd'hui, donc il y a des courants et il n'y a personne qui écoute. Donc, malheureusement, après, sur les fins de la soirée, il va risquer d'y avoir des morts. Pour éviter un drame, c'est à grands coups de klaxon et de sifflet que les baigneurs sont rappelés à l'ordre. Vous sortez, madame, s'il vous plaît. Tous ne comprennent pas forcément que c'est pour leur bien. Ouais, non, mais vous m'aurez essayé, tout le monde va faire pareil, on va pas s'en sortir, d'accord? Moi, c'est ça, je suis en Atlantique et puis c'est tout. Pourquoi les gens râlent en général? Parce qu'ils payent pour aller à la plage. Et quand on leur dit que c'est interdit de se baigner, il faut une sale tête, c'est normal. Il faut être compréhensible avec eux, ils viennent là pendant une semaine, et si on leur interdit de se baigner pendant 2 jours, ils vont faire la tête quoi. Certains n'apprécient pas ces mesures de sécurité trop draconiennes à leur goût. On va se faire rembourser notre location, ça sert à rien. On n'a pas le droit de se baigner. Oh non, on n'a pas le droit de se baigner. En colère, ça Oui, énormément. Pour une fois qu'on peut profiter des vagues. En temps normal, elle est calme la plage. Alors là, on peut s'amuser. Vous pensez pas que c'est pour votre sécurité? Oh, écoutez, on est à quoi? On est à 5 mètres de la berge. Je vois pas où on peut se noyer. Hein. Et donc les gens sont pas conscients du danger, quoi? Pas du tout. Pas du tout. En plus, ils ont des enfants, ils savent comment ça se passe. Il y a déjà eu pas mal de morts ces derniers temps, et là, apparemment, ça leur fait ni chaud ni froid. C'est difficile. En France cet été, malgré les campagnes de prévention, 217 personnes sont mortes noyées en 2 mois et demi. Les touristes ne réalisent pas toujours que la mer peut aussi tuer. Mais non, je suis bien consciente du danger. Nous, adultes, l'eau nous arrive là. Les gamins ici, maintenant aux parents de faire attention à leurs gamins. Mais nous, quand on a des grands ados, on peut s'éclater. Voilà. Une demi-heure après l'arrivée des policiers, tout le monde est enfin sorti de l'eau. Mais Serge ne se fait aucune illusion. Moi, je suis sûr qu'ils vont y retourner. Ouais. Voilà. Il suffit qu'il y ait une paire qui commence à rentrer dans l'eau et puis après, il y en a d'autres qui suivent. Quoi. Et c'est pas possible de rester là Non, mais on a d'autres missions qui s'entassent, donc on va voir avec la PM s'ils peuvent nous relever sur place et nous, on va aller faire les missions qu'on a. Et des interventions, les patrouilles de police en font en moyenne une dizaine par jour durant les vacances. Au commissariat, le brigadier chef Salvatore Miraglia est toujours sur l'affaire de la viande avariée. Vous allez me sortir, monsieur. Tout ce carton, celui-là. Ouais. Attends. Tout celui-là, périmé. Tout périmé? Oui, tout périmé, monsieur. Tout périmé. Ouais. Ce sont des cartons de poulet, alors? Oui, oui, mais c'est Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
11 cartons de poulet. Alors, L'équivalent d'une centaine de kilos de poulet périmés. Et l'inventaire ne fait que commencer. C'est une nougat. nuggets de dinde de 2 fois 8 kilos. On a des brochettes de dinde. 3 fois 5 kilos. Après, on a des ailes. 5 kilos. Les kilos de viande avariée s'amoncellent. Mais pour le commandant Audouy, inutile de continuer. Les services vétérinaires viennent de donner leur feu vert pour détruire la marchandise. Là, pour des raisons de salubrité publique, Oui. il est évident qu'on ne peut pas vous maintenir Oui, je sais, oui, avec monsieur ce l'officier, camion rempli de marchandises avariées. Non, Donc, non, c'est pas pour le jeu. vous allez partir donc avec un représentant de la mairie d'ici au centre d'équarrissage à Marossa. J'ai déchargé la marchandise. Vous allez la décharger, elle va être détruite. Après l'autre, le bien. Il y a le marchandise, il est bon là-bas. On travaille demain pour manger un pain. Elle n'est pas réfrigérée dans des conditions Non, de je vais réfrigération normales. Vous ne pourrez pas la conserver. Voilà, monsieur. On ne peut pas aller au-delà des choses. Hein. Là, il y va de la santé publique des gens. Hein. Allez, c'est parti. Le convoi prend maintenant la direction du centre d'équarrissage sous bonne escorte. Il est situé à une vingtaine de kilomètres d'Agde. Le boucher sait qu'il n'y a plus aucun espoir. Il jette avec rage la viande par-dessus l'étal du camion. Les policiers, eux, assistent à la scène d'un œil satisfait. Voilà le genre de spécialité de la maison. On vient demander à ce monsieur. C'est du jambon au poivre, hein, d'après lui. Alors ça, je sais pas à quoi c'est. Peut-être aux olives vertes. Ouais, je suis rassuré. Touche à tout. Tout, monsieur. Ah, je suis rassuré. Pourquoi? Mais parce que on est sûr que ça parle à la destruction. L'état de la marchandise, on est content. Bonne mission et une fin de mission impeccable. On est certain que les gens ne vont pas manger de ces produits-là. Le déballage terminé, les policiers vont maintenant connaître la quantité réelle de viande avariée. Le camion pesé à son arrivée passe à nouveau sur la balance, à vide cette fois-ci. On avait combien au départ? 3 tonnes 900? Résultat, 590 kilos de viande avariée. 590 kilos. 590 kilos, soit environ 3 000 € perdus par le commerçant. Et ce n'est pas terminé, il doit passer à la caisse pour régler les frais d'équarrissage à sa charge. Donc 580 kilos, regardez, département 34, 580 kilos, 684 € TTC. L'homme encourt une peine de 3 mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. L'été, les vacanciers s'amusent. Les unités d'urgence, elles, enchaînent les interventions. Les sapeurs-pompiers slaloment dans les embouteillages, avec en moyenne 40 sorties par jour. La sirène, c'est bien utile pour vous placer l'été. C'est le seul moyen qu'on trouve dans la journée pour alerter les gens. Ils sont souvent enfermés dans leur voiture avec la clim, la musique, les voitures bien étanches. Et on est à 10 cm derrière, ils ne nous calculent pas. Dans ce cas-là. Pour sauver une vie, il ne faut pas traîner. Ce jour-là, 7 minutes suffiront au major Luc Dussol pour se rendre à Marseille-en-Plage. Un cycliste vient d'être renversé par une voiture. L'homme est mal en point. Le médecin du SMUR s'assure que sa vie n'est pas en danger. Vous avez perdu conscience, monsieur? Non. Pas du tout? À la nuque, elle vous fait mal la nuque? Non. Le soir. Mais apparemment, il y a une fracture de la jambe, bon, il y a un trauma crânien, donc après les radios, il n'y a pas eu de perte de connaissance, donc ça nous laisse assez serein. Mais il va falloir passer des radios certainement pour approfondir le bilan. Ça, c'est assez fréquent, l'été, ces genres d'accidents? Ça arrive, vu le monde, vu la population qu'il y a, effectivement, ça arrive quand même. Le médecin doit à présent réduire la fracture. Une manipulation douloureuse, mais nécessaire. Monsieur, je tire un peu sur la jambe, là.
Allez, levez. L'homme est sur le point d'être transféré aux urgences de Sète. La conductrice, de son côté, en état de choc, craque complètement. C'est pas bien grave, hein, ça va, c'est pas grave, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Au niveau de la justice, vous allez me mettre en pression? Non, vous serez entendu ultérieurement. Hein? Vous serez remonté, après vous serez entendu sur les circonstances de l'accident. Pas trop, non. Quand vous êtes responsable d'avoir approché quelqu'un comme ça, que vous risquez de l'avoir tué, vous vous rendez compte? J'ai entendu crier, ça peut vraiment. 10 minutes plus tard, la victime est transportée dans une salle de soins des urgences. L'homme est encore sous le choc de l'accident. Vous laissez faire, on va vous passer à côté, d'accord? Oui, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai traversé, il n'y avait personne, mais la voiture était loin. Alors j'ai traversé sur le passage à côté. Et puis tout d'un coup, pouf, je me suis senti renversé. J'ai senti le coup, mais je pensais que la voiture se serait arrêtée. Ouf. Justement, j'ai traversé le passage de l'autre côté, je fais attention pour... Parce que les gens passent trop près des voitures. Hein. Les voitures passent trop près des vélos. Hein. C'est un accident de quoi? Accident vélo. Voiture. Vous étiez en vélo ou en voiture? En vélo. Il s'est fait renverser. La priorité du médecin, s'assurer qu'aucun organe vital n'est touché. On a aussi une plaie crânienne. Et certaines questions surprennent le patient. Donc, voilà, il a perdu connaissance ou pas? Non, pas de. Vous vous souvenez de tout? Ah oui. Au niveau du ventre, ça va? Ouais. Si vous voulez faire pipi, vous y arrivez là? Ah, je sais rien. Relâchez le sphincter pour faire pipi. Et faire caca. Relâchez le sphincter pour faire caca. Vous pouvez ou pas? Oui, compliqué. Comment ça, c'est compliqué? Monsieur, c'est pour voir si ça fonctionne et si vous ressentez tout ça. C'est important. Dans le dos, vous avez mal ou pas? Non. Respirez bien fort la bouche ouverte. Juste voilà, un peu, c'était pas... Respirez bien fort la bouche ouverte. Non, mais donc là, apparemment, on a uniquement... on va se concentrer sur la jambe, puisqu'il y a pas mal au ventre. Donc il n'y a pas de problème abdominal, il n'y a pas de problème thoracique, il n'y a pas de problème cardiovasculaire. La peau est un peu coupée, mais il y a certainement une fracture d'un os. Donc on va considérer ça, c'est une fracture ouverte. Un bilan plutôt rassurant pour le médecin, mais difficile à accepter pour le patient. Là, on est sur une immobilisation minimum de 45 jours. 45 jours, ça fait combien? Ça fait un mois et demi, ça? Ouais. Ça fait tout le mois d'août. Oh, catastrophe, ma petite fille, elle va s'embêter. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Oh, mais si, je pourrais me promener avec le béquet, elle me promènera. Je maudis la bonne femme. Hein. Surtout qu'ici, ils conduisent très mal. Il est déjà... Je l'ai vu, la voiture. C'est incroyable. Hein. Pour cet homme, l'accident est lourd de conséquences. Une opération, une immobilisation de plus d'1 mois, sans compter des vacances gâchées. Les interventions sont tellement nombreuses que cette caserne de gendarmerie fermée l'hiver ouvre de juin à septembre. Tous les hommes sont sous les ordres de l'adjudant-chef, Jean-Marie Sevrac. Il est 21h, début de patrouille, et déjà, premier incident. Bonsoir. Le monsieur vient nous signaler une petite qui a disparu, un petit. Ah, où ça? Juste là, à 100 mètres quoi. Voilà. Petit garçon de 8 petit ans. de 8 ans, il est avec un maillot de bain et une serviette juste. Une serviette. Un maillot de bain, quelle couleur? Cet homme, éducateur dans un centre pour enfants hyperactifs, est paniqué. Un enfant aurait échappé à sa surveillance. Votre nom, monsieur? Ça lui fait quelle taille à peu près? Depuis quand vous l'avez perdu? Là, je sais pas, on va faire une demi-heure peut-être. Ok. Quel âge il a? Il a 8 ans. 8 ans. Son signalement? C'est de Milon, châtain clair. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était où? C'était à environ 100 mètres.
Je vais vous donner mon numéro. Oui. Le premier qui retrouve appelle l'autre. On reste en contact. Dans des situations comme celle-ci, chaque minute a son importance. Nous sommes le 14 juillet, à l'heure du retour des plages, la rue est noire de monde. Pour retrouver l'enfant disparu, l'adjudant-chef doit mobiliser tous ses hommes. Allez, ciao. Il y a un facteur chance. Ben ouais, et on compte beaucoup sur la chance, mais la chance, il faut la provoquer aussi. C'est justement en mettant le maximum de personnel qu'on provoquera la chance. On ne va pas attendre là, en attendant qu'il arrive, le gamin. La police municipale est là en renfort. Le dispositif de recherche se met en place. La ville est quadrillée. Vous tournez, les gars, hein? Ouais. Il longe peut-être la plage. La promenade, on peut y passer en venant de la capitainerie là-bas, sur le bord. Vous la faites, hein? Vous la faites, vous. Nous, on va faire les parkings déjà dans un premier temps. Ok. D'accord. On y va. Ben, faut aller vite parce qu'on ne sait jamais, il peut se retrouver au bord de la route, se faire renverser. Il n'est pas à l'abri aussi d'une mauvaise rencontre. On peut tout imaginer, il faut prendre tous les risques, imaginer qu'il peut tout arriver pour justement éviter que ça arrive. Voilà, donc il faut agir très vite. On le retrouvera, j'espère. C'est parti. Les unités patrouillent aux abords des plages. Chaque rue est passée au peigne fin. L'adjudant-chef Sevrac, lui, dirige les recherches depuis le poste des sapeurs-pompiers. Il centralise les informations. On a fait jusqu'au canal, pour l'instant il n'y a rien, donc on repart de l'autre côté. Ouais, ok. Et la police municipale, elle est en train de faire le port là-bas. À la rigueur, il dit qu'il n'aime pas la foule, mais c'est pas impossible qu'il puisse aller dans la foule. Hein. Le mec, il est perdu, on ne sait pas comment il va réagir. Hein. Ouais, ok. Le temps passe, la tension monte. L'enfant a disparu depuis plus d'une demi-heure. Ok. Allez, à plus. Vous avez des nouvelles? Non, toujours pas. Je vous assure, c'est pas évident. On n'a qu'une chose, c'est que ça sonne. Vous aimez toujours ces situations? Ouais. Une disparition de personnes, ouais, c'est toujours... il faut prendre ça au sérieux et puis c'est toujours inquiétant, quoi. On peut toujours imaginer que c'est la vie d'une personne qui est en danger, quoi. Hop, excusez-moi, le téléphone. Ouais, j'ai un chef. Ce n'est malheureusement pas l'appel qu'il attendait. Oui. Mais quelques minutes plus tard... Oui. Ah, super, parfait. Bon, ok. Il va bien? Nickel, parfait. Allez, on vous attend au poste. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon, ben, c'est l'éducateur qui vient de le retrouver au bord de la plage. Voilà, donc maintenant, il faut que je rappelle tout le monde pour annuler. Mais bon, tant mieux, c'est fait. Je suis content. Parce que c'est assez frustrant de rester là et de ne pas participer aux recherches. Mais c'est bon, je suis content, parfait. L'enfant ne réalise pas que ça aurait pu être grave. Bonjour, jeune homme. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? J'étais juste à la mer. Ah, ça te manquait la mer? Ouais. Dis-le aux éducateurs quand tu t'en vas comme ça, ok? Non, je les avais pas vus. Ah, tu les avais dit pas d'attendre. Ouais. Parce que je regardais les masques. Après, j'ai demandé pour savoir où c'était la mer. Et j'y étais. Voilà. Et je suis restée. Bon, ok. Allez, tant mieux, ça va, tout va bien. Merci. Ben, dites. Merci à vous, c'est vous qui l'avez trouvé. Ouais, mais bon. Allez, bonhomme. C'est la première fois, mais bon, ça... Ouais, non, mais il faut pas hésiter, c'est comme ça. Ok? Allez, messieurs. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, de rien. Au revoir. Un dénouement heureux. Et les vacances peuvent reprendre leur cours normal, mais cette fois-ci, sous haute surveillance. Ciao. Ciao. Quelques heures plus tard, sur le port du Cap d'Agde, c'est le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Pendant que les estivants assistent au spectacle, les sapeurs-pompiers sont aux aguets. Le major Daniel Garrigue, chef de garde, fonce sur une intervention. Et là, on vient d'être appelé pour une personne inconsciente sur la voie publique suite à une rixe. Un jeune homme vient d'être passé à tabac. Ah, le chef de garde se présente. Le major évalue la gravité des blessures de la victime. Les jambes
tu les sens quand tu te les touches? Tu la bouges doucement la droite? Ah oui. Ok. C'est toi qui t'es allongé ou tu es tombé? Ils vont être tombés, vous voulez les coups de pied. D'accord, bon, on va te laisser allonger un petit moment. Hein. Tu as un joli cocard et tu saignes du nez, hein. C'est pas dramatique. Hein. Bon, il y a beau trauma facial, il y a eu certainement des coups faciaux. Donc il se retrouve pour l'instant avec un cocard et probablement une fracture du nez. Voilà, donc il va être évacué certainement sur l'hôpital de Sète ou de Béziers pour faire des radios de contrôle. Mais bon, ces jours ne sont pas en danger non plus. On verra après pour le moment. Le père, choqué, reste sans voix. C'est des noirs. De leur côté, les copains de son fils, témoins de l'agression, sont à cran. Ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à faire ça. La police, arrivée sur les lieux, calme les esprits. Jamais ils ont fait ça. Jamais. À nous, jamais. Et vous agressez pourquoi? Il n'y a pas de raison? Je sais même pas. Franchement, La priorité des policiers, recueillir les premiers témoignages. C'était comme voiture? Clio noir. Clio noir? J'ai pas. À l'intérieur, c'était quoi? Des individus comment? Non, Mars. Ils étaient noirs. Arrêtez. On va dire la vérité. Ils étaient noirs, mais c'est bon. Vous êtes capable de les reconnaître, monsieur? Oui, monsieur, on les reconnaît. Moi, avec lui, on peut les reconnaître. Dis-le tous les deux. Bon, oui, Allez, on y va. Restez calme, ne sois interpellé. D'accord? On peut les reconnaître, je me reconnais. Un appel radio les prévient qu'un groupe de jeunes correspondant au signalement donné vient d'être interpellé par une autre patrouille. Ils s'y rendent aussitôt, accompagnés d'un témoin. Non, c'est mieux. Bon, vous pouvez en reconnaître combien? Je sais pas, 3, bien, oui. Bon, vous savez pas comment elle est arrivée cette Non, je sais pas. Il n'y a pas eu de raison? Non, il n'y a pas eu de raison. Ça n'a pas commencé en boîte? Non, on n'est même pas rentré en boîte. On s'est fait refouler, on est rentré, on a dit bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, en fait, on s'est fait agresser juste là, on rentrait de pub, parce qu'on s'était fait refouler dans une boîte. Donc on rentrait dans un truc et notre copain s'est fait agresser. Donc voilà. Bon, vous restez calme, hein, je veux pas de cris, hein. On est là pour que vous me désigniez qui... Ok, je pourrais pas en Qui vous reconnaître. avez vu, hein, d'accord? Alors, C'est le seul groupe. Lui là-bas, je le reconnais. Lui là-bas? Emmène-moi. Chut, taisez-vous. Monsieur, vous levez la tête, s'il vous plaît. Il m'a assimilé un truc à la cuisse. Oui. Qui c'est qui Le m'a jeune tapé? homme, d'abord catégorique, se ravise. Après donc. Non, c'est vraiment. Je sais pas, je vais dire. Non, c'était une Clio. Non, c'était une Clio. Regardez, c'était une Clio. C'était une Clio, c'était pas celle-là. Non, c'était une Clio. Elle était comment la Clio? C'est une Clio, les avant-dernières Clio. C'était pas les Twingo, c'est une Clio. Quelle couleur? Noir aussi, mais c'était pas eux. C'était pas eux. Je ne veux pas assimiler des gens qui ne sont pas dans l'affaire. Donc voilà. Les policiers habitués à ce genre de revirement n'abandonnent pas. Allez, je reste là. Le problème, c'est voilà, quand ils sont face à face, ils peuvent changer d'avis. Là, le timing il est assez serré. Pourquoi? C'est quand même, ils sont quand même interpellés, donc je veux dire vis-à-vis de la loi, on a intérêt à se faire assez rapidement. On ne peut pas interpeller une personne comme ça pour sans raison. Vous aviez des fortes présomptions quoi? Ah, tout à fait. Seulement voilà, sans témoignage, ça ne tient pas. De retour sur les lieux de l'agression, les policiers repartent aussitôt en chasse, avec un autre témoin. La victime, elle, est sur le point d'être transportée aux urgences de Béziers, sous le regard impuissant de ses parents. C'est pas possible. Ils étaient faits. Non mais c'est pas possible. Hein. Il y avait personne à la sortie des boîtes là-bas, mais je sais pas moi. qui marche là. Mais putain, mais moi je sais pas, mais quand même, attends. Il faut toujours des renforts à Agde, moi je comprends pas, moi c'est pas possible. C'est des jeunes, mais ils peuvent pas dans moi, tranquille. Souvent les gens sont dans l'incompréhension quand ça leur arrive. Bien sûr, quand on est mêlé au problème, c'est vrai qu'on se demande pourquoi on n'est pas là, mais on ne peut pas être partout. C'est évident. Hein. Rien ni personne n'apaise la détresse de cette femme. Pas même le policier qui la prévient que les agresseurs de son beau-fils viennent d'être identifiés par le deuxième témoin. Ils sont interpellés, madame, ils sont interpellés. Ah mais ils se savent,
Vous étiez sur l'agression ou pas? Oui, oui. Vous l'avez dit au commissariat? Oui, oui. Non, mais moi je donne pas mon nom, je donne rien. Non mais, moi je veux juste le tuer. monsieur, non, monsieur. Ça c'est notre métier, vous nous laissez faire, on va interpeller. Ça c'est notre boulot. On y va. Allez, on y va. Prochaine étape pour les deux principaux témoins, accompagner les policiers au commissariat d'Agde pour identifier de façon formelle les agresseurs. La confrontation s'annonce musclée. Retour avec les unités de la gendarmerie. Il est plus de minuit, c'est l'heure de la prise de garde du DSI, le détachement de surveillance et d'intervention. Une unité spéciale de Lyon venue assurer le renfort saisonnier. Pour eux, c'est parti jusqu'à 7 h du matin. Les facteurs qui sont à prendre en compte, surtout, c'est les facteurs vacances, le facteur alcool et consommation de substances plus ou moins licites. Ce qui fait que les gens prennent des aises par rapport au règlement et à leur vie habituelle. Dans la mesure où on est en vacances, on se relâche un peu, quoi. On arrive à des comportements quelque peu excessifs dans ces heures à peu près, quoi. On approche de l'heure fatidique, quoi. L'heure fatidique, c'est la fermeture des bars à 2 h du matin. La ronde du DSI commence toujours par une virée en ville. Son but, vérifier que les établissements respectent bien les horaires et s'assurer que les rues sont calmes. Mais l'été, c'est rare. Très vite, un groupe de jeunes fortement alcoolisés attire leur attention. Et lève-toi, tu vas finir en prison. Allez, debout, debout. J'appelle ton père. Il est avec vous? Non, on s'est arrêté parce qu'il était pas bien, on l'a mis en prison. C'est son petit frère. Mais on sort jamais ensemble, on s'est croisés. Je dis tout à maman, je t'avertis. Alors, on va y aller doucement, hein? Allez-y. Bon. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, au sujet de la population qui sort des bars et qui est ivre. Alors maintenant, il faut qu'ils retrouvent le chemin pour rentrer chez eux. Bon, a priori, là, ils sont accompagnés par un camarade qui est bien plus sobre qu'eux. Donc, on va voir s'il arrive à gérer. C'est un peu difficile à analyser, mais enfin bon, je sais que personnellement, je suis père de 2 enfants qui ont à peu près leur âge, quoi. Donc, c'est inquiétant, oui. C'est inquiétant de les voir boire jusqu'à tomber et à ne plus du tout avoir de conscience, quoi. Bon, a priori, il arrive à gérer. Malheureusement, ces jeunes ne sont pas les seuls dans ce cas-là. En France, plus d'1 jeune sur 10 consomme régulièrement de l'alcool. « 10 minutes plus tard, nouvelle intervention pour les hommes du DSI. Alors, il y a des personnes qui, rentrant chez eux, se sont aperçues qu'il y avait un individu dans leur appartement. Ils l'ont ceinturé, ils attendent qu'on arrive. A priori, c'est une tentative de cambriolage. L'été, les cambriolages sont fréquents. En 2 mois, la gendarmerie de Marseille-en-Plage a déjà recensé plus de 120 effractions. C'est là, c'est dans la résidence, là, faut rentrer. Bonsoir. Bonsoir, c'est nous qu'on a appelé qu'il y a eu un cambriolage. Ouais. Il est là, le... Ouais, on a réussi à en choper un. Bon, on y va. Les locataires de l'appartement, 3 copains, ont en effet surpris le voleur à leur retour de boîte de nuit. Sur place, les gendarmes interviennent rapidement. Sous l'emprise de l'alcool, les 3 copains ont rossé le cambrioleur, l'homme prostré dans le coin. La tension est telle que les gendarmes font sortir les vacanciers. Ah non, on sort pas. Bon, attends, il nous fait chier ce pauvre con. Quel chialer ailleurs. Attends, sincèrement. C'est le travail, monsieur. Laisse-nous travailler. On viendra vous voir tout à l'heure pour faire les constatations. On s'occupe de cette personne, on viendra vous voir tout à l'heure, d'accord? De son côté, le jeune homme, effrayé, nie les faits. Tout ouvert et après il me dit j'ai cambriolé, j'ai tout piqué alors que j'ai rien dans les poches, j'ai rien. Pourtant, l'appartement semble bien avoir été fouillé. Le témoignage des vacanciers accrédite la thèse du cambriolage. Il avait ma veste, il avait mes papiers dans sa veste, il avait mon permis, ma carte d'identité, ma carte vitale, mon portefeuille. On s'en doute. Il me dit c'est pas là. C'est tard, encore un souper. Vous pouvez reculer un peu que je regarde s'il y a des traces d'effraction, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez touché au montant de la vitre depuis? Ouais, on va ouvrir un peu plus.
Pour le major Fluet, aucune trace d'effraction. Aucune, à un détail près. Il avait le tournevis dans la main et voilà. Il avait un tournevis dans la main? Bah, lui, il est là-bas, là. Un outil qui ne joue évidemment pas en la faveur du jeune homme. Ok. Bon, on emmène. Ils s'éloignent parce qu'ils sont chauds comme des... Oui, mais je m'en occupe. Tout laisse penser que l'homme n'a pas agi seul. A priori, il y a 3 téléphones portables, un appareil photo numérique, les clés de voiture, avec la télécommande du portail. A priori, je pense, oui. Oui, parce qu'ils n'ont pas retrouvé ce qui a été dérobé, donc... Ouais, de DSI Vias, donc on a interpellé un individu concernant le cambriolage sur Marseillan. On le ramène au poste de Vias. Il faudrait que tu réveilles l'OPJ de permanence. Pour le jeune homme sur le point d'être interrogé, ça commence mal. J'ai pris des gants, mais en fait, comme a priori, eux, ils y ont touché aussi. Ces objets pourraient bien accabler le mis en cause. Morceau de serrure. D'accord. Mais pour l'instant, il ne semble pas disposé à parler. Oh. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un problème ou quoi? Hein? Oh, je vous parle, jeune homme. Est-ce que vous me donnez votre nom, s'il vous plaît? Hein? C'est un bon début. Et quand il se décide enfin à parler, c'est pour nier les faits. T'as bien des affaires quelque part. T'es pas arrivé qu'avec une tenue. T'as bien un sac quelque part que tu as posé. Je suis rentré dans cet appartement parce que je voulais dormir. Et il y a 3 jeunes qui sont rentrés. Ils m'ont dit que j'avais tout volé alors que dans les poches j'avais rien du tout. Et ils m'ont défoncé. Ouais, pourquoi il leur manque des choses alors si t'as rien volé? Je sais pas, bon, en fait, tu t'expliqueras plus tard. Bon, tu es en garde à vue pour cambriolage. Le mis en cause, aidé d'un complice, serait entré par effraction. Son acolyte est arrêté le lendemain des faits. Tous deux encourent une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Au commissariat d'Agde. Retour sur l'affaire du jeune homme agressé. Est-ce qu'il y en a un qui peut faire le KO pour voir les antécédents déjà? Au total, 8 personnes sont mises en cause. C'est un moment clé, celui de l'identification. C'est eux. On est d'accord? Ouais, c'est bon. Vous retournez là-bas. Ne fais pas stylé. C'est bon. Ne fais pas stylé. Tu ne connais pas. C'est bon. Mais ces jeunes, originaires pour la plupart de la région parisienne, ont eux aussi leur version des faits. Ils sont malades. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le groupe que vous venez de voir, ils ont agressé un autre groupe qui était avec nous, mais qu'on ne connaissait pas du tout. Ils ont voulu nous agresser, nous aussi. Mais ils n'avaient pas vu que nous, tous les 5, on était derrière. Ils avaient vu que eux deux, devant. Donc ils se sont mis à leur faire des doigts, nanana. Lui, il lui a dit, ouais mais arrête, c'est pas comme ça. Et dès que nous on est sortis, il a fait, non, non, c'est bon, j'arrête, nanana. On a fait, c'est vous qui avez frappé les autres. Non, non, arrêtez les mecs. Et après, c'est parti de là. Ils m'ont poussé. Après, ils l'ont poussé et lui, il a défendu et c'est parti de là. Comment vous arrivez à garder le sourire comme ça et tout, ça vous inquiète? C'est comme ça. Chez nous, c'est pire. Chez nous, c'est pire. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vous dis, c'est juste que celui qui gagne, en fait, il a perdu. Nous, par exemple, la bagarre, on l'a gagné. Mais là, c'est nous, on est en tort. Parce que c'est nous, on a gagné. Vous voyez? Sinon, on aurait perdu, on serait venu se plaindre. On s'est fait taper. Et ben, c'est nous, on serait rentré chez nous. Je vous dis, hein, eux, ils font ça dans la banlieue parisienne, dans n'importe quelle cité, ils repartent pas, ils reviennent pas. Je vous promets qu'ils reviennent pas ici comme ça. Ils seraient déjà peut-être dans le coma, vous avez déjà entendu, les gens ils se font frapper, ils sont dans le coma. Nous encore, après on l'a laissé, leurs potes ils sont courus, et lui j'ai essayé de le relever, il voulait pas se lever, on l'a laissé, on est parti, je suis parti. Voilà, maintenant il faut qu'ils assument. Ils reconnaissent les faits, mais plaident la légitime défense. Pour l'instant, ils doivent prouver qu'ils n'ont pas agi sous l'emprise de l'alcool.
C'est à l'éthylotest de le déterminer. 0. Vous êtes passé en garde à vue? Je passe en garde à vue. Oui, pour des violences aggravées. Pour le moment, vous restez là. On va voir qui a fait quoi. Tant qu'il y a des soupçons à votre encontre, vous allez rester. Je sors du travail, madame. Si vous voulez, demain, on va voir mon patron. Eh bien, tout ça, ça se fera tout à l'heure. Mais pour le moment, vous restez là. On a besoin de vous pour l'enquête, donc on va vous garder en garde à vue, d'accord? C'est difficile dans ce genre d'affaires de mêler les victimes, les auteurs. C'est pour ça que dans un premier temps, en général, on garde tout le monde et on essaie de faire le tri par la suite. Parce que dans les bagarres, parfois, le blessé n'est pas forcément la victime. Ah non, effectivement, pas toujours, mais bon, là, nous, en l'occurrence, on a des témoins, donc c'est ce qui nous permet de garder tous ces individus-là, qui apparemment étaient formellement reconnus par les témoins. Voilà. Les témoins sont auditionnés dans une pièce voisine. Ils se sont acharnés. D'accord, donc ils vous ont mis sur la cafetière, puis d'un coup, ils sont partis. Puis rien, on est revenu, nous on a relaté. On a essayé de demander un portable pour appeler les pompiers. Ils racontent les circonstances de l'agression. Oui, c'est assez sauvage en plus ce qui était donné comme coup, vu l'état de la victime. Donc, d'après ce qu'ils nous donnent comme information, c'est totalement gratuit quand ils rentraient chez eux. Ça arrive souvent, ça? Comme je dis, il n'y a plus grand chose qui m'étonne à ce niveau-là. C'est monnaie courante maintenant. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus rien d'étonnant. C'est gratuit. Des fois, ça va être pour une cigarette, je t'ai marché sur le pied, tu vas me le regarder, ben là, c'est gratuit. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me projeter psychologiquement dans leur tête parce que je trouve ça complètement aberrant. Donc, on est dans l'expectative, hein, comme on dit. Retour avec l'un des mis en cause qui prend conscience de la gravité de la situation. Il n'y a pas de pièce d'identité? Rien du tout? On n'est pas là, on n'est pas venu là pour se battre, hein. On est venu là pour s'amuser comme tout le monde. Hein. On n'est pas des criminels. Hein. Vous savez, je vais à l'école, je suis en BEP compta, j'ai eu mon BEP cette année, je suis pas un con. Hein. L'année prochaine, bac pro. Ça va, parce que je suis là pour m'amuser, je suis pas venu pour bousiller les vacances des gens, ou bousiller nos vacances, ça va. Non, ne mettez pas dans la boîte, vous me le donnez. Ce soir-là, tous sont mis en garde à vue. C'est leur parole contre celle des témoins, ceux qui les ont identifiés, ceux qui ont été auditionnés. Mais un élément pourrait bien faire basculer l'enquête. Quand les auteurs nous ont été désignés par ces témoins-là, nous on ne sait pas. On ne savait pas que, effectivement, ces témoins-là étaient les amis de la victime. Donc après, ça, effectivement, ça sera à prendre en considération lors de l'audition. Pour le moment, on les a gardés, on n'est pas parti dans l'idée qu'effectivement, c'est sûr, ils sont coupables. Pour le moment, on ne sait pas, effectivement. Voilà. Donc après, je vous dis, ça sera les différentes investigations, notamment le visionnage des caméras, des enregistrements vidéo qui nous permettront de pouvoir faire la différence. Les enregistrements sont ceux des caméras de vidéosurveillance de la ville. Une vingtaine au total, disposées discrètement entre Agde et le Cap d'Agde. Les axes les plus fréquentés et les plus sensibles sont ainsi filmés 24 heures sur 24. Difficile donc d'échapper au contrôle du centre de surveillance urbain qui travaille en étroite collaboration avec la police. Le lendemain matin, le commandant Audouy compte beaucoup sur les bandes pour résoudre son enquête. Bonjour, commandant Audouy. Mme Guéraud. Bonjour, non, Madame Joubert, la secrétaire, Madame Gouraud à côté. Bonjour. On vient récupérer les bandes, en tous les cas les visionner pour voir si elles sont exploitables, pour établir le rôle de chacun des participants. En effet, l'agression de la veille aurait été filmée dans sa quasi-intégralité. Donc l'individu est au sol et nous pouvons nous rendre à l'évidence que d'autres individus s'acharnent sur la victime. Effectivement, les images parlent d'elles-mêmes. Et l'autre qui va donner un coup de poing. Voilà. 6 secondes de coup de poing. Il a été manifestement rossé par ces individus qui sont parfaitement identifiables. Les tenues vestimentaires également sont identifiables. Eh bien, on va pouvoir établir effectivement que 5 d'entre eux
ont participé plus activement aux violences commises. Sur les 8 jeunes interpellés, 5 sont identifiés grâce aux vidéos de surveillance et aussitôt déférés devant le tribunal de Béziers. Mis en examen, placés sous contrôle judiciaire avec injonction de quitter le Cap d'Agde, ces 5 jeunes encourent une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ce sera à la justice de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire. Au même moment, un terrible accident se produit à Marseille-en-Ville. Le capitaine Jean-Marie Carle fonce sur les lieux du drame. On va sur la commune de Marseillan. A priori, une grue qui a tapé une ligne haute tension et le bilan n'est pas fameux. Donc, le bilan pour les victimes, c'est sérieux. Sapeurs-pompiers et gendarmes sont déjà sur place. Tous coordonnent leurs actions pour intervenir efficacement auprès des victimes. 2 hommes viennent d'être électrocutés par une ligne à haute tension alors qu'ils livraient une coque de piscine chez des particuliers. Le colonel Cassard et le capitaine Bonafous dirigent les opérations. On savait que c'était grave, on avait 2 personnes, 2 victimes potentielles en arrêt cardio-ventilatoire. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé le maximum de moyens. Mais malheureusement, quand on est arrivé, c'est déjà trop tard, quoi. Parce que bon, c'est du 20 000 volts. Donc voilà, ils ont été tués sur le coup, quoi. Là, ça pardonne pas. Vous êtes foudroyé par la main, donc ça remonte au cœur et ça redescend par les pieds. Donc là, je veux dire, c'est un arrêt immédiat cardiaque. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas approcher. Tant que EDF n'a pas isolé la ligne, nous-mêmes, si on touche la victime, on peut être électrisé. Et pour les habitations alentours, il n'y a pas de risque, hein? Non, pour les habitations aux alentours, il y a tout qu'à disjoncter, hein, donc pour l'instant, il n'y a pas de risque, quoi. L'homme qui a prévenu les sapeurs-pompiers est encore traumatisé. Par hasard, je passais à ce moment-là et le premier était en train de se consumer. Et j'ai essayé de réanimer le second, puisque je suis infirmier diplômé d'État, mais en vain. Il avait déjà été projeté et secoué. Vous avez pris des risques? J'ai pris des risques, mais en essayant de les mesurer quand même. Oui, on prend toujours des risques quand on s'approche de quelque chose comme ça, c'est évident. Mais en essayant de mesurer et surtout de ne pas toucher le véhicule qui faisait contact avec la deuxième victime. Selon les premières constatations, la grue du camion aurait touché la ligne à haute tension, située quelques mètres au-dessus du véhicule, alors qu'elle soulevait la piscine pour la décharger dans le jardin. Le colonel Cassard ne cache pas son désarroi. Et puis là, il passe pas, regardez, vous avez 2 arbres. Je comprends pas ce qu'il voulait faire. Parce que même s'il la pose là, mais après il faut l'amener là-bas. Alors il aurait tiré peut-être, je sais pas. Vous savez, dans ces cas-là, on ne sait pas ce qui se passe aussi, parce que c'est facile de dire après. Hein. Après, on peut tout dire. Hein. Et là, quand même, les fils, on les voyait. Hein. Ils passent pas là. Et puis en plus, vous avez le téléphone là. C'est malheureux. Hein, mais... C'est l'accident, hein. L'accident bête qui coûte la vie à 2 personnes. Ceux qui interviendront, ils mettront sur pantalon, gants et tout ça, on a 2 qui le dégageront quand on aura le feu vert de l'EDF. Sécurité oblige, les sapeurs-pompiers doivent s'équiper de leur tenue anti-feu pour accéder au corps. Les techniciens EDF, eux, déchargent la ligne à haute tension. Les gendarmes saisis de l'affaire relèvent les premiers indices. L'enquête révélera les circonstances réelles de l'accident et les responsabilités de chacun. À une dizaine de kilomètres de là, au Cap d'Agde, personne n'imagine le drame qui vient de se produire. Il est 13 h, c'est l'heure la plus chaude de la journée. Et en mer, c'est l'heure de pointe. Les bateaux qui naviguent au-delà de la bande des 300 mètres ne sont pas à l'abri d'un accident ou d'une collision. Alors pour éviter le pire, cet espace de navigation est placé sous l'autorité des gendarmes de la brigade nautique côtière. Un cross-mètre de Golf 8909 pour contact. L'été, avec le trafic, la mer peut vite se transformer en autoroute.
Les gendarmes sont là pour contrôler et verbaliser ceux qui ne se plient pas à la réglementation maritime. Le problème sur l'eau, c'est que les gens ont l'impression d'être réellement dans un espace de liberté. Donc où on peut tout faire impunément ou des choses comme ça. Mais là, on est là pour remettre les choses dans le bon ordre. Et à peine sorti du port, la vedette de la gendarmerie repère un bateau qui file à vive allure. Une vitesse dans les 300 mètres et dans le chenal, une vitesse excessive. Le diesel est de combien là? 5 nœuds. Et d'après vous, il est à combien? On va le savoir. Pourquoi il s'arrête pas? Il ne s'arrête pas parce qu'il ne sait pas qu'on lui a fait signe, il n'a pas compris qu'il était en infraction, il ne le sait peut-être même pas lui-même. Les gendarmes se lancent alors à sa poursuite. Il n'a pas l'air de comprendre, non? Alors on va y arriver. Il va bien s'arrêter au bout d'un moment. Quelques minutes plus tard, le plaisancier réalise enfin que les gendarmes le poursuivent. Attention à la vague. Messieurs, dames, bonjour. Vous savez quelle vitesse vous devez naviguer dans le chenal? Non. Vous étiez dans le chenal, hein? Vous sortiez. Et de toute façon, vous étiez en deçà des 300 mètres de la digue. Donc c'est 5 nœuds aussi. Voilà. Je vais monter à votre bord, monsieur. Le plaisancier en infraction garde malgré tout le sourire. Les vacances, il faut profiter des vacances. C'est le vrai plaisir des vacances. La gendarmerie, on les aime. C'est de l'amour. Mais pour lui, le contrôle commence plutôt mal. Les documents du bateau, votre permis. Bah, je l'ai pas là, je l'ai à la maison. Et j'ai celui de ma femme, si vous voulez. Je vais vous donner une provocation et puis vous me présenterez le... Visiblement, l'homme est connu des services de la brigade nautique. C'était avec cette vedette. Ouais, c'est ça. Et c'est mon collègue qui était à bord et c'est moi qui pilotais. Ouais. Et vous avez déjà eu un avertissement pour la vitesse ce jour-là? Ouais, déjà eu ça, oui. Si mes souvenirs sont exacts. Non, mais tout à fait. Mais là, j'étais sorti quand même. Là, vous n'êtes pas chic avec moi. Ah non, vous n'étiez pas sorti. Vous n'étiez pas sorti. Vous pensez que ce genre de contrôle vous gâche un petit peu votre plaisir? Non, du tout. Non, ils font leur boulot. Hein, non, il faut bien quelqu'un qui ils font contrôle. leur boulot. Enfin, faut pas tomber dans l'exagération inverse non plus, vous savez. Le gendarme contrôle maintenant le matériel de sécurité. En extincteur, vous avez quoi? Oh là là. Et il a été révisé quand? Je l'ai depuis 2 ans, celui-là. En principe, sur un bateau, l'extincteur doit être vérifié chaque année. Le vacancier tente alors de se rattraper. Et celui-là, tant qu'il est dans le vert, il est... Mais là, il est dans le rouge. À peine, ouais. Côté extincteur, l'homme n'est pas en règle. Une négligence qui peut coûter cher, très cher en cas d'incendie. C'est ce qu'il y a de pire, le feu à bord d'un bateau. Ça brûle à une vitesse phénoménale et il ne reste plus rien. Il n'y a plus que la partie immergée en quelques minutes. C'est juste le temps de sauter à l'eau. Hein. C'est pour ça qu'on a des extincteurs avec une bille sur les moteurs pour que si ça chauffe, la bille elle saute et que l'extincteur il éteigne tout de suite la partie. Mais alors, c'est le plus important. Mais il est où cet extincteur? Là, il est là. Là-dessous. Ah mais il faut lever le siège. Hein. Faut tout, oui. Il est en dessous. Si vous voulez Apparemment de bonne foi, l'homme invite le gendarme à vérifier l'extincteur situé dans le local moteur. Il a été révisé? Ah oui, lui il est à jour là. Ça c'est nickel. Ça. Ah, attendez. Que j'aille jeter un petit coup d'œil. Ouais. Voilà, donc là, si la bille elle chauffe, le truc explose et ça arrose tout le moteur de... C'est du halon? Oui, alors Depuis 2000, le halon est interdit. Une fois de plus, le matériel n'est pas aux normes. Voilà, donnez-moi des allumettes, je vais mettre le feu au bateau, parce que là on va couler, on va s'aborder. On a bien fait de passer quand même, mine de rien.
L'homme est donc convoqué à la brigade nautique. Il a 24 heures pour se mettre en conformité avec la réglementation. C'est le bateau, c'est quand même un plaisir qui peut coûter cher. Ah non, c'est pas un peu, madame. Il y a 2 fois où on est content quand on a un bateau, c'est le jour où on l'achète et le jour où on le vend. Entre deux, on casque tout le temps. Comme c'est pas la gendarmerie, c'est on est toujours en train de payer. C'est la main à la poche en permanence, le bateau. C'est ingérable. On vous laisse. Eh ben, écoutez, je vous amène ça. Je vous appelle demain matin. Madame. En cas de non-présentation des factures attestant de l'achat de nouveaux extincteurs, l'homme risque d'être condamné à une lourde amende. Retour à la caserne des sapeurs-pompiers, où la voiture du médecin est déclenchée d'urgence. C'est un gamin de 6 ans qui a eu une PCI environ de quelques secondes qui suspicione une fracture du poignet. D'accord, donc un enfant de 6 ans, un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève. Sac de VRM se présente. Le jeune garçon a fait une mauvaise chute de vélo. Une perte de connaissance chez un enfant est souvent mauvais signe. Sur place, le médecin cherche donc à évaluer son état, même s'il semble avoir retrouvé ses esprits. Comment tu t'appelles, mon grand? Oui. Tu peux me dire si tu arrives à bouger tes doigts? Non, mais moi, je peux pas. Tu peux pas bouger? D'accord. Tu vois, je vais juste aller là. Ça fait mal. Ça fait mal? Comment tu as fait? On m'a tombé sur mon poteau. Je ne vais pas voir le poteau. Et puis on m'a tombé. Tu t'es cogné contre un poteau? L'enfant a un discours cohérent, mais le médecin veut en savoir davantage sur les circonstances de l'accident. Elle interroge alors son frère aîné. Personne n'était là en fait, c'est lui qui raconte. Ça arrivait avec ses frères. Donc c'est toi qui as assisté à la chute. D'accord. Il a pas perdu connaissance? Non, il était un peu fatigué, mais ça Il t'a répondu tout de suite? Ouais. Bah, des fois, il était un peu lent, mais j'y parlais tout le temps, quoi. D'accord. Bah, il était en vélo et il y a les poteaux en bois là, qui mettent le long des trottoirs. Bah, il était un peu perdu, il en est pris un et puis il est passé par-dessus le vélo, en fait. Puis voilà, il est tombé sur le bras, puis ça y a cassé le bras, quoi. Ça va, tu sais pas, c'est cassé le bras, maintenant. Ah si, attends, je l'ai relevé, il avait le bras comme ça, c'est bon. On est arrivé ce matin, en vacances. Commence mal. Ça va aller, oui. Hein? Ouais, t'es un costaud, toi. Hein? Si l'enfant n'a pas perdu connaissance, son bras semble cassé. Il doit être transporté aux urgences de Béziers. Le major Henri Grimal le surveille de près. Encore sonné par sa chute, le jeune garçon peut faire un malaise à tout moment. Non, dans 5 minutes, on est arrivé. Tu dors pas, hein, plus. Promis. Il faut être vigilant à toutes les personnes que l'on ramasse au sol suite à un accident ou un malaise. Et là, tout particulièrement parce que c'est un gamin avant tout où il a des difficultés à nous dire là où il a mal et suite au stress, malgré que sa maman soit là. Et là, il a eu quand même une secousse. Hein. Tu t'en souviens de tout là? Non, ça va. Je me sens un peu mieux parce que je sais qu'il est entre de bonnes mains, mais bon, c'est vrai que je n'étais pas bien tout à l'heure, mais bon, là, je me dis qu'il va être soigné. Allez, 500 mètres, on est arrivé. 3 minutes plus tard, le petit blessé est pris en charge par les urgentistes. Allez, tiens, pas peur, on te porte, on ne te fait pas ça à côté. Séparés de sa maman, ils font en larmes. Non, comme ça, on reste avec toi. Colle-la pour que la maman puisse rester avec. Restez avec lui, hein? Évitez qu'il pleure. Là, voilà. Allez là, maman. On va le rentrer? Les soins s'enchaînent. En attendant le médecin, le personnel s'assure que ses plaies au visage ne sont pas graves. Non, c'est le... Je te nettoie juste l'œil, hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça fait vraiment que t'as pas mal à l'œil. C'est juste de l'eau qui te met pour t'enlever le sable que tu as. Ah, t'as pas mal, t'as pas de plaie. C'est parce que tu as du sable. Allez, je te laisse. Allez. Pierre, le médecin, se livre maintenant à un examen clinique plus approfondi de son bras. On va aller tout doucement. Je vais pas dire
Est-ce que tu peux bouger les doigts? Non. Bouge un petit peu les doigts, d'accord. Est-ce que tu sens bien quand je te pince là? Oui. Non? Tu sens pas? Ferme les yeux. Tu sens pas bien quand j'appuie là? Là, oui. Tu sens un peu quand je touche, d'accord. Partout? Bon, clairement, sur l'examen, on a probablement une fracture ici au niveau de l'humérus. Et ce qui ça arrive souvent chez les enfants, c'est qu'on a une fracture de la palette humérale ici, au niveau de l'humérus, qui nécessite une opération. Très probablement. Mais avant l'opération, le garçonnet doit passer des radios. Il doit donc changer d'attelle, une manipulation a priori indolore qui effraie souvent les enfants. Alors pour dépasser les craintes du petit patient, les médecins ne manquent pas d'astuces. Tu vas voir peut-être? Oui. On va te faire respirer dans un petit masque. Qui va te soulager. Ça va te faire du bien, tu auras beaucoup moins mal avec le masque. D'accord? Tu donnes la main à maman? Allez. Tu respires bien dans le... Tu vois, regarde le ballon. Faut que tu souffles pour le gonfler. Respire fort. Non, mais regarde-moi, regarde-moi. Il va, lui? Voilà la tête. C'est la tête, Une fracture du coude, des articulations, c'est douloureux. Même une fracture ordinaire, ça fait mal. Donc là, c'est quand même une articulation, mais c'est vrai que ça va être très douloureux. Moi, j'ai jamais eu, mais le peu que j'ai vu en 37 ans, ça fait très mal. Il t'a remis un truc, regarde. Allez, on a changé la couleur, c'est tout. Et on l'a mis un peu plus haut, puis on va aller faire les radios. Non? Toujours un petit peu, ouais. Il faut gérer la douleur, gérer l'angoisse. Là, il a quand même l'impression qu'il est assez agité. Mais bon. Oui. Là, il est mal. Ouais, là, t'as mal. Il sera opéré le lendemain. D'accord? Allez, on l'amène à la radio. 5 jours plus tard, malgré son plâtre, il retrouve le sourire. Heureux de venir à la plage en famille. La baignade s'est terminée pour lui, mais heureusement, mettre les pieds dans l'eau n'est pas contre-indiqué. À condition, bien sûr, de rester prudent, et Catherine, sa maman, veille sur lui. Faut pas aller trop loin là-bas parce que tu sais, après, tu prendras pas l'eau. Tu sais qu'il faut pas bouger de là. Tu veux te mettre. Au total, 2 mois de plâtre. Il devra patienter jusqu'à l'été prochain pour nager à nouveau dans la mer. Comme tous les lundis, Caroline Belda, commissaire de police à Agde depuis 2 ans, se rend à la mairie pour une réunion de coordination de sécurité. On voit les pompiers, la police municipale, les services de la mairie qui sont concernés. Et selon l'actualité des jours, il peut y avoir en plus le maire ou d'autres intervenants. Et ce jour-là, à la mairie, tout le monde est sur le pied de guerre. Des gens du voyage occupent illégalement un stade de rugby. Alors, ces jeunes du voyage. Pour le député-maire Gilles Détor, pas question de subir cette situation plus longtemps. Donc on a 32 caravanes. 32. Bon, là, on joue vraiment notre crédibilité sur cette affaire-là, parce que sinon, et je dirais au préfet cet après-midi, à quoi bon avoir fait des aires d'accueil si on n'est pas capable de mettre dans des aires d'accueil ceux qui ne veulent pas y aller. Et il est hors de question qu'il y a ces 2 semaines-là, ça me bouge. Je le dis très clairement, là, il faut qu'on mette le paquet du paquet du paquet. Les consignes sont claires, les gens du voyage doivent quitter les lieux le jour même. Et c'est le commissaire Caroline Belda qui va diriger les opérations. J'ai l'impression qu'ils nous ont vu arriver. C'est un rapport de force. C'est malheureux, mais c'est un rapport de force. Même si on n'en vient pas aux mains, enfin on espère, c'est un rapport de force. Alors, on a quelques véhicules, c'est pas mal. C'est bien, ça fait du bleu. En effet, la police municipale est aussi sur place. Au total, une 30aine d'hommes sont mobilisés. Le commissaire Belda définit les rôles de chacun. Ouais, vous verbalisez les véhicules, il nous fait les contrôles d'identité. Bon. On devrait être assez nombreux pour les faire. On fait 2 groupes et j'aimerais qu'on arrive rapidement. Si le commissaire Belda ne dispose pas encore d'une décision de justice pour expulser les gens du voyage,
Elle compte bien faire pression sur eux en verbalisant les camions pour stationnement interdit, soit 135 € par véhicule et par jour. A priori, le contrôle se déroule normalement. Bonjour madame, c'est votre caravane? Vous avez vos papiers d'identité? Les carnets de circulation et autres? Sauf que la communauté décide de ne pas se laisser faire. Les hommes se rassemblent, ils parlent de nous bloquer le rond-point. Ben on les bloque. Ils veulent le faire comme ils ont fait maintenant. Oui, on les bloque. Vous prenez des véhicules et on les bloque. Non, non, non. Ils menaceraient de bloquer la circulation, donc on va les bloquer avant qu'ils nous bloquent, ça sera aussi simple. Est-ce que je peux avoir votre carnet de circulation, monsieur? Non. Monsieur, s'il vous plaît, si vous me le présentez. Vous manifestez si vous voulez. Moi, j'ai rien du tout à vous donner. Si vous détruisez ne serait-ce que quelque chose, vous serez placé en garde à vue. Il y a 100 qui arrivent des caravanes. On savait que vous allez venir, vous inquiétez pas. Bloqué. Les camions forcent le barrage de police. L'un d'entre eux s'arrête à quelques centimètres à peine du commissaire Belda. La situation dérape. Si vous me rentrez dedans, je vous assure que vous allez avoir des soucis. Vous calmez, vous coupez la circulation. Non, 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 non. Recule, je te dis. Allez-y. Recule, dégage, Allez-y, on vous embarque. Allez-y, monsieur. Qui est le responsable? C'est qui le responsable? Pour éviter que ça ne dégénère davantage, le commissaire Belda négocie avec le responsable. Elle veut le convaincre de rejoindre l'aire d'accueil municipal. L'aire d'accueil, même qu'elle ait coûté 10 millions, 30 millions, 100 millions d'euros, déjà d'une, elle est à côté d'une décharge publique. Donc moi, je vais pas me mettre à côté d'une décharge publique. C'est du goudron en plein Kenya et en plus, il n'y a pas la place. Il y a 42 emplacements, donc vous avez la place. Et nous, on s'en ira pas sans décision d'un juge. On partira pas comme ça. Donc ça, c'est clair et net, on s'en ira pas sans référé. Visiblement, l'homme connaît bien la loi. Sans référé judiciaire, il sait que les forces de l'ordre ne peuvent pas les expulser. Le commissaire Belda propose alors une solution de repli. La mairie vous propose le parc Lano à côté des autres. Bon, on veut bien aller le voir par contre. Vous voulez bien aller le voir? Oui, on veut bien aller le voir. Direction le parc Lano, situé à quelques kilomètres du stade. Mais cet espace est déjà occupé par des évangélistes. C'est une mission évangélique, c'est pas du tout les mêmes ethnies que nous, vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais vous pouvez quand même cohabiter pendant une semaine. Honnêtement, non. non. Oh merde, pardon. Ouais, non, mais c'est du bon français. Là, sincèrement, non. Oh non, mais faut arrêter, quoi. Non, non. Alors, on veut bien chercher des trucs, mais là, non, là, moi, honnêtement, je cautionne plus, quoi. On attend la décision du juge. Ah non, mais au bout d'un moment, non. Les gens du voyage refusent le compromis. Ils ne peuvent pas cohabiter avec une communauté différente de la leur. Dans ces cas-là, il y aura la verbalisation, quoi, c'est ça? Parce que c'est, enfin, je veux dire, c'est limite de la mauvaise volonté. Mais non, c'est pas de la mauvaise volonté. Si, attendez, on vous propose un autre truc. Il y a la... Honnêtement, il y a la peur. Les gens là, ils sont bien là tranquillement, on va pas venir les embêter avec 35 caravanes, madame. Écoutez, vous embêtez pas les autres là-bas? Allez, on repart. Hop. Non, moi je discute plus, c'est bon, on a proposé, c'est bon. Hop. Ça suffit. Ça suffit, j'en ai marre de discuter. Les négociations échouent. C'est l'impasse. En désespoir de cause, le maire saisit la justice. Bon. On va y arriver. Je sais pas si ça va vous satisfaire en fait. Hein. Donc le maire a priori déposé un référé en urgence qui risque d'être exécutoire dès demain. D'accord, bon il n'y a pas de problème. Bon, on attend demain. Le problème c'est qu'après dès qu'on sortira par la force, parce qu'on va sortir, on va pas c'est pour ça qu'on préfère que ça se passe comme ça, mais dès qu'on va sortira, quoi. On ira directement dans l'île des loisirs, on restera sur la route avec les caravanes et tout. Oui, mais là si vous faites une entrave à la circulation, ouais, mais ça sera autre chose, mais on est déterminé, on le fera. Là on est 35, si on est expulsé demain ou après-demain, on sera 150. 3 jours plus tard, le jugement n'a toujours pas été rendu. Alors pour éviter le blocage du Cap d'Agde, les autorités tentent de trouver un arrangement avec la communauté. On a trouvé une solution avec la préfecture et tout. Oui, madame Lasso est venue au commissariat, puis je l'avais eu... Donc je ne sais pas si elle vous a donné la destination. Une commune voisine accepte de mettre un terrain à leur disposition. C'est un stade mais désaffecté. Je veux dire, il n'y a pas de complications, on gênera personne. C'est très bien. Je vais dire l'année prochaine. L'année prochaine, mais on essaiera de le faire autrement. Ouais, on essaiera. On essaiera de le faire autrement. Nous, ça a bien passé, c'est le principal. C'est bien passé, on a réussi à s'entendre et à faire avancer le public. Bon, ouais, c'est très bien. Et ça, c'est super. Allez, au revoir. Bon, on attend que vous soyez partis. Les gens du voyage acceptent finalement de partir 24 heures avant le référé. Toutes les voitures quittent les lieux dans le calme. La pelouse du stade n'est pas dégradée.
Mission réussie pour le commissaire Belda. « 22h30, retour avec les unités de gendarmerie. L'adjudant-chef Sevrac reçoit un appel qui lui signale un différend familial dans une maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute entre adultes apparemment. Vous savez où exactement? Ce serait la première maison. Cet homme est un voisin. C'est lui qui a prévenu la gendarmerie. Ok, ben on va aller voir ça. Il y a eu des enfants qui ont crié, on a pris peur un peu. Ok, bon, on va jeter un œil. Merci Allez. monsieur, bonne soirée. Derrière, au revoir. Sur place, la maison paraît déserte. S'il vous plaît. À quelqu'un? Bonsoir. Y a quelqu'un? Bonsoir. On nous a appelés parce qu'il y avait du bruit là, des gens qui criaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de gens blessés? Non, on n'a pas de blessés. Madame pète les plombs, elle dit que c'est moi, donc ma copine est là, les enfants sont là, il y a 7 témoins. L'homme, en vacances chez ses beaux-parents, s'est violemment disputé avec eux. L'adjudant-chef Sevrac rejoint le couple, suivi de près par le gendre. L'ambiance est électrique. Nous on partait, on n'avait pas besoin de force de l'ordre, on partait. Les beaux-parents accusent leur gendre d'avoir cassé des meubles sous le coup de la colère, ce qu'ils nient en bloc. On nous fout dehors avec 2 enfants. Il pète les plombs avec 2 enfants en plein milieu de la nuit. Ouais. J'ai 1100 km. Je lui ai dit on va dormir encore cette nuit, on part demain matin. Ça ils veulent même pas, ils veulent même pas. Non, voilà. Attendez, monsieur, c'est pas la peine d'envenimer la situation. Écoutez, c'est pas la peine d'envenimer la situation. L'adjudant-chef Sevrac calme les esprits. Discrètement, il en profite pour faire un petit état des lieux. Rien ne semble avoir été cassé. Allez-y, sortez, on va discuter tranquillement. La tension familiale est telle que le gendarme les sépare. Allez-y, voilà. Moi, je vais écouter la version de cette dame. Hein. Voilà, je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait pensé que tout allait bien se passer. Oui. Mais on fait tout. Vous voyez, on fait les courses. Ah oui, mais ça, on paye tout. D'accord, oui. On paye le logement et on paye... Le mobile de la dispute, l'argent. Mais les propos confus du beau-père n'échappent pas aux gendarmes. Parce que sinon... Vous avez bu un peu? Oui, moi j'ai bu. Vous avez bu? Et il a dit ses 4 vérités. Ouais, un peu trop. Ouais. Oui. Il a dit ses 4 vérités. Je suis honnête, hein, monsieur. Je suis honnête. Alors, c'est quoi le but de la dispute? C'est quoi? Le problème, c'est qu'il m'insulte à moi, que je dois fermer ma gueule. Ok, vous vous entendez pas. Le souci, c'est qu'il y a 2 gamins. J'ai pas jeté ma belle-fille. Non, mais ben oui, mais forcément, lui, il va pas partir. Ben lui, il va pas partir sans sa compagne et sans les gamins, forcément. Donc les gamins, ils vont. Seulement sa compagne, c'est ma fille. Ben oui, mais votre fille, elle est majeure, elle est vaccinée, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Si elle veut partir avec, elle part avec. Hein. Vous pourrez pas la retenir. Voilà. Bon, on va voir avec eux. Ok? Ne buvez plus, monsieur. Hein. Mais non, je bois plus. Vous voyez où ça amène les... Le gendre, lui, n'excuse pas le comportement de son beau-père. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, ce qui m'a fait chier, je le dis honnêtement, c'est que tous mes affaires, elles étaient dans le buisson. Restez là, monsieur, c'est pas la peine de... Tous mes affaires étaient dans le buisson. Ouais. Ça m'a fait chier, les clés de ma voiture, tout dans le buisson. Et on nous demande de partir avec 2 gosses. C'est quoi ces gamineries? Et tout ça devant les enfants. C'est toujours les enfants, dans ces cas-là, qui morflent. Hein? Bon, oui, mais bon, la situation, c'est les adultes qui l'ont voulu. Hein. Bah ouais, c'est les adultes, voilà. les cons. Pour des conneries, apparemment. Ouais, les adultes, c'est des cons. Moi, je te le dis, autant moi que toi. Chassé de la maison par son beau-père, le gendre doit quitter les lieux dans l'heure, avec femme et enfants. Pourquoi? Tu sais comment elle est quand elle a bu un verre, tu sais. Pourquoi? T'es content de mettre 2 enfants dehors? Allez, on vous laisse, hein? Ok? Bon, monsieur, vous les laissez charger leur voiture et ils partent, et puis voilà, quoi. Ok? Pas la peine d'envenimer la situation. On reste là, de toute façon. Hein. Allez, bonsoir. L'adjudant-chef craint que le départ se passe mal. Il préfère rester à proximité de la maison. Des cas comme celui-ci, il en voit souvent. C'est des disputes stupides, comme il y en a beaucoup. Je pense que le père ne supporte pas son gendre, et puis voilà, quoi. Et le moindre accrochage, ça part de suite. En plus, quand les gens sont alcoolisés. Hein.
Cet été, les gendarmes ont procédé à une trentaine d'arrestations et réalisé plus de 300 interventions. Le commissariat d'Agde a placé 150 personnes en garde à vue, parmi lesquelles une dizaine a été incarcérée. Quant aux sapeurs-pompiers, ils ont réalisé près de 1500 sorties et sauvé une centaine de vies.